Il y a quand même un sentiment là, assez généralisé que lorsqu'on est dehors, il peut rien arriver. Ça, c'est un rappel que c'est pas le cas, hein? Tout à fait. Alors évidemment, le risque est moins grand quand vous êtes à l'état, je dirais, à l'air ouvert, dans une aire ouverte. Mais encore une fois, tout dépend de la concentration des gens, de la distance des gens les uns envers les autres. C'est-à-dire 1000 personnes tassées les unes contre les autres à l'extérieur. C'est pire que 25 personnes dispersées loin à l'intérieur. Donc, c'est une question aussi de gros bon sens. Et il ne faut pas penser que parce qu'on est à l'extérieur, que le risque va être zéro. Mm-hmm. Bon, on a parlé de plasma. Est-ce que, ce qu'annonce le président Trump, est-ce qu'aux États-Unis, vraiment, on peut se mettre à utiliser ça d'une façon si élargie? Est-ce que l'étude, parce que je voyais une étude à San Diego, est-ce que c'est assez concluant pour en faire quelque chose? Dans le fond, est-ce que c'est un coup, ma question, dans le fond, est-ce que c'est un coup politique à la veille de sa convention ou c'est une réelle avancée scientifique, là? Écoutez, je ne suis pas là pour répondre aux aspects politiques du président Trump, mais d'un point de vue scientifique, il y a un certain, je dirais, gros bon sens à administrer du plasma convalescent. Par contre, il faut le faire dans un contexte, je vous dirais pour l'instant peut-être d'études cliniques, ce qui est fait aux États-Unis, ou alors fait dans un contexte où on va au moins évaluer, puis on peut l'évaluer de façon différente, l'impact de l'administrer. Donc, c'est clair qu'il y a quand même je dirais, des bases scientifiques à administrer du plasma convalescent. C'est pas quelque chose qui est complètement fou, loin de là, au contraire. Dans le passé, pour certaines autres maladies, ça a été un traitement qui a été très positif. Il y a des données préliminaires qui montrent une certaine utilité, mais pas une utilité majeure en termes, par exemple, de mortalité. Et il faut l'administrer de façon relativement rapide et aux gens quand même relativement, entre guillemets, plus jeunes. C'est sûr que les personnes très âgées, en haut de 80 ans, l'impact de l'utilisation de ce genre de choses est peut-être moins bas. OK. D'autres nouvelles là, liées à la COVID. Il y a une autre étude qui parle du lien entre le rhume, mais pas n'importe quel rhume, là, un rhume dû à un coronavirus de rhume, un autre coronavirus moins grave qui donne le rhume, mais que les gens qui auraient eu ce rhume-là seraient peut-être protégés contre la COVID. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les coronavirus sont très fréquents. Il y a plusieurs coronavirus qui donnent un simple rhume et auxquels on a tous été dans notre vie confrontés à un moment donné. Maintenant, la réaction et la protection croisée entre ces virus-là n'a pas été très bien démontrée. Vous savez, on a vu beaucoup de personnes âgées, malheureusement, qui sont décédées. Et c'est sûr que ces personnes-là, dans leur vie, ont eu des rhumes et fort probablement avec des coronavirus et ça ne les a pas protégés pour autant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a aussi des courses, je vous dirais, à publier. Et des fois, il y a parfois certaines études qui montrent un avantage théorique ou un avantage qui a été fait dans des études qui ne sont pas chez les humains, mais qui sont plutôt sur des plasmas ou plutôt sur des façons expérimentales de faire des études en virologie. Donc, il faut prendre ça encore avec un grain de sel. Il y a peut-être une protection croisée partielle, c'est-à-dire que si vous avez fait un coronavirus rhume il n'y a pas si longtemps et vous attrapez la COVID-19, peut-être que vous allez être un peu moins malade, mais là encore, ça reste à prouver. Donc, le fait d'avoir une certaine protection, c'est pas quelque chose qui est complètement folle, mais à date, on ne peut pas dire que le fait d'avoir fait le simple rhume va vous protéger contre la COVID-19. Et donc, il faudrait surtout pas penser, et le message à donner aux gens, c'est pas parce que j'ai eu un rhume l'an dernier que je suis donc protégé et par conséquent, je n'ai pas besoin de porter un masque, de me laver les mains et ainsi de suite. Mais est-ce que tous les rhumes découlent d'un coronavirus? Je comprends que non, il y a certains rhumes. Donc, tu peux aussi avoir eu un rhume où il n'y avait pas de coronavirus impliqué, là, d'aucune façon. Tout à fait. Alors, il y a des virus, il y a d'autres virus. Il y a ce qu'on appelle les rhinovirus, rhino qui vient du mot un peu le nez. Donc, il y a les rhinovirus qui peuvent donner aussi le simple rhume. Il y a d'autres virus qu'on appelle des para-influenza. Il y a beaucoup de virus. Il y a des coronavirus, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de virus qui sont responsables des différentes sortes de rhumes. Et donc, pour l'humain normal, là, il y aura pas. Le rhume va ressembler à un rhume, le nez, la gorge, tout va finir par se ressembler. Je veux dire, même s'ils ont tous des noms et des sources, des origines différentes, les symptômes finissent par être les mêmes, peut-être quand on les vit.
Tout à fait. Donc, il n'y a pas une façon de savoir est-ce que j'ai eu un coronavirus rhume ou un rhinovirus rhume. La plupart du temps, c'est des choses bénignes. Donc, ces gens-là vont même pas consulter. Vous n'avez pas besoin de consulter. On n'a pas besoin non plus d'aller plus loin pour les identifier parce que c'est pas facile de les identifier non plus. C'est dispendieux. On le fait pas chez la majorité des gens. Donc, pratico-pratique, il n'y a pas d'intérêt à aller identifier ces gens-là, sachant très bien qu'en dedans de quelques jours, ils vont aller mieux tout seuls. Donc, il y a les rhumes. Le rhume, c'est un ensemble de symptômes, mais les causes de ces rhumes-là peuvent être très différentes. Docteur Weiss, dans les facteurs qui font que la maladie devient très grave pour une personne, voire mortelle, bon, il y a l'âge, là, je pense on l'a compris, c'est le premier facteur. Après ça, il y a d'autres maladies, donc la présence, le diabète, l'embonpoint, des différentes maladies cardiovasculaires, etc. Mais là, il y aurait un autre critère. Là. Quand on regarde les gens qui ont été très malades, et le docteur Béliveau écrivait ça en fin de semaine, basé sur des études internationales, des gens qui seraient carencés en vitamine D. Donc, après, les moins graves, évidemment, que l'âge, moins graves que les autres maladies, mais ça arriverait après. On se rend compte que parmi les gens très malades ou anormalement malades, il y aurait un faible taux de vitamine D. Vous y croyez? Vous pensez que est-ce qu'il y a une explication à ça? Ben, écoutez, on sait que la vitamine D intervient dans le système immunitaire à certains points. Et donc, on sait que pour certaines actions, la vitamine D a un rôle relativement important à jouer au niveau du système immunitaire, mais ce n'est pas un rôle clé en premier lieu. Puis deuxièmement, quand on parle de carence en vitamine D, il faut parler de carence sévère en vitamine D, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Et donc la majorité des gens, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on attribue à la vitamine D récemment, et il ne faut pas non plus se lancer à prendre des mégadoses de vitamine D en pensant que ça va prévenir le coronavirus. C'est pas du tout ça. Donc, est-ce que la vitamine D a un rôle protecteur? La vitamine D a un rôle important à jouer jusqu'à un certain point dans le système immunitaire, mais ce n'est pas une indication d'aller donner des mégadoses de vitamine D à des gens lorsqu'ils sont très malades ou de prendre des mégadoses de vitamine D en espérant que ça va nous protéger contre la COVID-19. Donc, c'est encore une fois une information qui est très parcellaire, qui est à prendre avec un grain de sel. Et vous savez, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont essayer d'identifier une petite partie du puzzle, mettre l'emphase sur cette partie du puzzle, mettre la lumière là-dessus, mais cette partie-là ne peut être fonctionnelle qu'à l'intérieur d'un tout et ne peut être fonctionnelle qu'en étant, je vous dirais, attaché à beaucoup d'autres choses. Alors, la vitamine D, je vous donnerai un exemple. Si vous êtes âgé, si vous faites de l'embonpoint, si vous êtes diabétique et vous êtes hypertendu, vous allez pouvoir prendre toute la vitamine D que vous pouvez. Ça ne changera pas grand-chose à la sévérité ou au risque que vous encourez si vous avez la COVID-19. À l'inverse, si vous êtes jeune, en pleine santé, vous n'avez pas d'embonpoint et pas de diabète et pas d'hypertension et que vous mangez normalement, ça vous sert probablement à rien d'aller prendre des suppléments de vitamine D. Donc parce que si une personne mange normalement une alimentation équilibrée puis va dehors un peu prendre du soleil, techniquement, on n'est pas carencé en vitamine D, là. Normalement, vous ne devriez pas être carencé en vitamine D. Tout à fait. Si vous mangez normalement, vous sortez dehors, vous n'allez pas être carencé en vitamine D. C'est quand même relativement rare. Il y a une espèce de mode de vitamine D actuellement, mais encore une fois, là, pour prévenir certaines formes de cancer, etc. Mais, je veux dire, la preuve de tout ça, il reste encore à faire de façon absolue. Bon, il y a des gens, certains l'ont exprimé à Québec dans une manifestation, qui craignent l'impact psychologique ou social pour les enfants, parce que là, à partir d'aujourd'hui, à 10 ans, il faut porter le masque. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous apparaît trop jeune? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que sur le plan de la santé, il y a... Bon, évidemment, il faut mettre la barre à quelque chose. Si c'était pas 10 ans, ce serait 12 ans. Il faut mettre la barre à quelque part, je devrais dire. Mais est-ce que pour vous, ça apparaît raisonnable, 10 ans, du point de vue médical, justifié, là? Ben, moi, je pense que même beaucoup plus jeune que 10 ans serait raisonnable et justifié. Vous avez juste à regarder les pays asiatiques où tous les enfants portent des masques quasiment à la maternelle et même avant, sans aucun problème. Moi, je porte un masque quasiment 8 heures par jour lorsque je suis à l'hôpital
excepté pour vous parler ou pour manger. Mais à part ça, je veux dire, porter un masque, c'est embêtant, on l'admet. C'est pas quelque chose avec lequel on est normalement habitué. C'est nouveau dans notre culture, dans notre civilisation, mais ça n'aura pas d'impact sur le fait que vous allez avoir moins d'air qui va aller à votre cerveau, moins d'oxygène, plus de CO2. Tout ça, ça ne marche pas. C'est pas vrai. Hein. On travaille avec des masques en médecine depuis des décennies et on n'a pas d'hypoxie au niveau du cerveau. Donc, pratico-pratique, les masques, au contraire, pour l'instant, le fait qu'on n'a pas de vaccin sont une des formes qu'on peut essayer pour diminuer l'impact de la maladie et pouvoir continuer d'avoir une vie normale. Parce que ce que les gens ne veulent pas, c'est retourner à un confinement complet où on sait que ça a eu un impact psychologique. On sait que mes collègues pédiatres suggèrent que les enfants retournent à l'école, pas juste pour apprendre, mais pour l'aspect socialisation, interaction, etc. Et c'est extrêmement important. Et donc, si on veut protéger la population en général contre une résurgence du virus, comme on voit par exemple dans certains pays européens à l'état actuel, la meilleure façon de le faire, c'est évidemment en essayant ce qu'en anglais on appelle un bundle, ou de mettre un groupement de mesures, de porter des masques. Et moi, je suggère même, d'ailleurs, quand beaucoup de mes collègues, un de mes collègues pédiatres infectiologues de l'hôpital de Montréal pour enfants l'a d'ailleurs suggéré, et il est un expert dans le domaine, que même à l'intérieur des classes, les enfants devraient porter les masques, que ça ne sert à rien d'enlever les masques à l'intérieur des classes si vous les portez à l'extérieur, mais quelqu'un serait malade et le porterait à l'intérieur. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui doivent être mis en place pour minimiser l'impact de la COVID. Et encore une fois, c'est quelque chose de temporaire, je l'espère. Le masque, c'est pas quelque chose qu'on va avoir dans quelques années, j'espère, une fois que tout ça sera derrière nous, qu'on aura trouvé une solution finale et définitive pour la COVID-19. Dr. Weiss, merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Charles Weiss, microbiologiste.